Réforme électorale en République démocratique du Congo, la commission PEAJ de l'Assemblée nationale a réceptionné cette proposition pour un examen approfondi. Telle est la décision de la plénière. En attendant l'approbation de cette proposition, nous allons ici revenir sur les points forts de cette proposition, mais également des point qui fâche. Vous savez très bien que le groupe des 13 personnalités qui étaient l'auteur de cette proposition avait claqué la porte pour ne pas avoir eu accès au débat. Nous allons en parler dans ce cadre avec Jean Bonner Pandé. Il est le coordinateur du mouvement Agir pour le peuple à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup, M. Vincent. En forme? Très en forme. Réforme électorale, c'est d'abord le premier point que nous allons évoquer avec vous dans ce cadre. Vous avez suivi le débat qui était houleux au niveau de l'Assemblée nationale. On a semblé dire que le seuil prévu l'autre fois n'a pas arrangé un bon nombre, mais également la problématique des suppléances. Beaucoup ont pensé que c'est pas bon que la femme et l'enfant soient prises pour des suppléants. Je voudrais déjà voir votre coup de projecteur par rapport déjà à ces éléments dont je viens de vous donner. Merci beaucoup, M. Vincent. Merci aussi à votre chaîne Dixième Riz et à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. En fait, la loi électorale, elle est très importante parce qu'elle détermine les règles de jeu démocratique dans notre République. Et le G13 est parti d'une proposition qui était sûrement basée sur des différents rapports d'évaluation des cycles électoraux passés et aussi des revendications de certains citoyens ou populations qui se sont exprimées pour améliorer la santé démocratique de notre pays. La santé démocratique. Exactement. Donc, ce qui fait que la politique demeure toujours l'environnement le moins favorable par rapport à ce que les citoyens pensent ou veulent. Parce qu'ils pensent que c'est eux qui se sacrifient plus que cette population. Maintenant, si nous rentrons par rapport au seuil, là au moins, le plénière de l'Assemblée a fait quand même quelque chose de bien dans le sens d'avancer cette conditionnalité pour que ça soit au moins transparable, redevable aux animateurs qui concourent à des différentes fonctions électives dans notre pays. Également aussi, ça va aussi diminuer cette ampleur des listes pléthores que nous avons au niveau des partis politiques et regroupements politiques pendant l'exercice démocratique électoral dans notre pays. Donc de ce côté, coup de chapeau, parce qu'ils ont quand même avancé, amélioré cette loi, cet article de loi. Maintenant, à ce qui concerne la représentation ou la suppléance des candidats. Oui, là vraiment, c'est là où il y a le débat. Oui, il y a le débat parce que les gens veulent parler par des émotions. Ils ne veulent pas parler par des réalités. Vous n'êtes pas émotif? Non, je ne suis pas émotionnel. Exactement. Parce que dans notre contexte de la République démocratique du Congo, c'est l'unique pays que moi j'ai parcouru au monde, même en Afrique, où il y a des autorités morales, dans des institutions politiques ou dans des partis politiques. C'est une invention purement congolaise qui sort des jeux politiques classiques que nous nous inspirons à être. Et ça hypothèque aussi notre démocratie. Pour moi, cette réalité, en refusant cette loi, doit nécessairement faire réfléchir aux militants et aux militantes au niveau des partis politiques, de ne pas laisser la grande partie des acquis politiques à un seul individu qui souvent sont des présidents nationaux ou des autorités morales d'un parti politique qui dépensent plus que tous les autres pour maintenir la vie politique de chaque parti politique. Elle est déterminée par cette appréciation. Parce que comment ça fait-il quelqu'un qui a tout donné pour faire la santé politique du système politique doit nécessairement un jour demain laisser à des individus qui n'ont pas pris de mêmes risques que lui. Qui n'ont pas lutté pour avoir le poste en question.
Et donc, vous êtes contre la suppléance où on voit, c'est la femme qui est suppléante, ou l'enfant, vous êtes contre cette façon de faire? D'autres modèles qui se trouvent dans d'autres pays où il n'y a pas, il y a pas de suppléants. Si un député maire ou si un député a les capacités santé mentale pour exercer ses fonctions, eh bien, la CENI rentre pour chercher dans cette circonscription électorale un autre élu qui doit prendre les relèves de cette représentation. Mais curieusement, chez nous, nous voulons toujours persister dans ce qu'on appelle la suppléance. Elle est justifiée pour moi. Pourquoi les députés ou les membres de plénière restant dans la salle ont pu agir de la sorte? Parce que, croyez-moi, dans tout ce que nous voyons dans les masses d'un parti politique, si l'argent ne circule pas, c'est ça le début de la corruption. Si l'argent ne circule pas, vous n'aurez pas de masse. Vous comprenez? Maintenant, jamais les militants, les militantes de tous les partis politiques n'ont jamais posé de problème qui a financé cette masse de population. Ça a toujours été absorbé de la sorte, raison pour laquelle nous multiplions des termes et des mots pour justifier la continuité de la corruption. Alors, on peut estimer ou croire tout de même qu'au niveau de la commission PAJ de l'Assemblée nationale qui a reçu cette proposition pour le toilettage peut toutefois revenir au bon sentiment d'écarter ce qui divise relativement à cette affaire des suppléances qui n'a pas trouvé une convergence lors de la récente plénière. Non, je ne pense pas que ça divise, mais au contraire, ça a donné des mécontentements pour des uns et non pour les autres. Vous imaginez. Mais ce que moi, plutôt, je peux demander aux commissions PAJ de voir, c'est peut-être des articles qui doivent contraindre des listes des candidats des partis politiques au seuil de l'article 16 de la Constitution qui parle sur la parité. Là, au moins, nous devons continuer avec tous les mouvements sociaux que nous encadrons, avec tous les mouvements des droits politiques de la femme, afin de s'assurer que le président des PAJ avec son équipe puisse au moins... Augustin Moulouma, le nouveau président de la PAJ qui remplace le professeur André Mbata. Exactement. M. Augustin doit nécessairement comprendre que nous sommes au XXIe siècle où nous avons suffisamment de nombre de femmes capables dans mouvements sociaux politiques qui peuvent remplir ces conditionnalités. Et nous ne devons pas toujours réagir en ignorant cette besoin, cette exigence qui est devant nous. Mais cette question de la représentativité elle a été également évoquée au niveau même de cette proposition de la loi. Les femmes ont été encouragées à compétir autant que les hommes. Mais dans la société, on a comme l'impression que ce sont les femmes elles-mêmes qui se rétrogradent. Bon, en fait, il faut comprendre la nature de la femme pour le criminer de ce que vous ne voulez pas. Vous voyez, la femme, dans sa nature, elle est très réservée, elle est aussi trop regardante et elle est aussi d'une approche un peu différente de l'homme. Vous comprenez? La femme, pour prendre tout un risque, elle prend le temps d'abord de réfléchir avant de le faire. Tandis que chez les hommes, c'est d'abord du show. Et après les réflexions, vous comprenez. C'est dans ce sens-là que nous devons trouver l'équilibre entre la force de l'homme et celle de la femme, parce que dans tous les deux côtés, il y a aussi des faiblesses. Vous savez, la politique, c'est vrai, la politique n'a pas de sexe, la politique n'a pas de genre, la politique, ce sont des règles de jeu, vous imaginez. Maintenant, reconnaître néanmoins que nous avons des femmes modèles comme des Christelle Vangu, comme des... Madame Angelou Kiana, comme Madame Kassongo Geneviève. Et si nous allons, la liste, elle est longue, vous imaginez. Maintenant, dans la proportion des listes, si vous regardez de nouveaux dynamiques des jeunes qui se naissent au niveau de IGCC, Union des jeunes pour le changement, vous avez des mouvements... des jeunes comme de l'ONG L'IREC, vous avez des femmes de CAFCO, vous avez des mouvements Rien sans les femmes, vous avez des mouvements des indignés, des Kavira. En fait, ce sont des plateformes qu'il faut approcher pour ressortir s'il y a des difficultés à trouver des candidats. Très bien, Jean Bonner. Je vais faire une petite déduction de ce que vous avez posé dans votre argumentation. Vous êtes déjà
pour la suppression du seuil, mais également, vous n'êtes pas partant de la suppléance. Vous avez dit qu'il serait important que l'on puisse même imiter les modèles occidentaux, parce que là-bas, on ne parle pas des suppléants comme chez nous ici, il y a des femmes, on met sa femme et ses enfants, tout ça. Alors, un autre cas, c'est le cas relatif à la publication de résultats bureau par bureau. C'était aussi une suggestion qui a coulé beaucoup d'encre et salive. Je vous pose la question, estimez-vous qu'il est important que l'on procède de la façon de la publication des scrutins bureau par bureau? Bon, il y a un peu de confusion là-dessus. Parce que quand les gens parlent bureau par bureau, pour nous qui avons pu observer des élections ici au Congo ou ailleurs, nous avons vu que dans chaque bureau, après compilation des résultats, ils publient toute une liste devant le bureau, ils affichent. Et puis des témoins et des observateurs qui se trouvent dans chaque bureau de vote. Oui, moi j'ai toujours vu ça. Maintenant la question, je pense qu'il faut aller loin. Si nous voulons parler de la publication, il serait mieux qu'on ramène ça au niveau des centres de compilation de vote. Parce que bureau par bureau, ça se fait déjà, à ma connaissance. Parce que c'est là où nous tirons des évidences sur le processus. Mais ce qui se passe au niveau des centres de compilation, c'est là où les résultats ne sont pas publiés. Moi, je pense que nous devons ramener ce débat au niveau des centres de compilation de vote pour que chaque centre puisse publier exactement des vrais résultats de chaque district ou de chaque municipalité tel que ça a été voté. C'est la partie qui nous manque dans notre processus électoral. C'est pour cela, moi j'aimerais que ça soit ainsi. Mais en ce qui concerne que, oh non, on doit faire arrêter ou interpeller le président de la CENI parce qu'il y a eu X bureau qui n'a pas, moi je trouve que ce n'est pas correct. Mais plutôt, nous devons rentrer dans une proposition qui a été faite par nous de la société civile où nous avons dit la CENI a l'obligation constitutionnelle pour que la justice soit justifiable auprès de contentieux électoraux. Vous comprenez? Parce que ça fait du mal où des candidats qui n'ont pas de moyens à soutenir leurs témoins dans tous les bureaux de vote puissent réunir toutes les PV possibles. Tandis que si la CENI avait numérisé les résultats en publiant dans le site internet, ça serait facile à chaque candidat d'aller dans des bureaux de vote où il n'y a pas eu de témoins ou dans des centres de compilation où il n'y a pas eu de témoins, de retirer des PV de vote et puis constituer son dossier pour aller avec ça à la justice. Ou néanmoins, la justice déjà devrait avoir des preuves de PV numériques provenant de la CENI pour statuer réellement sur ce fait. Vous imaginez. C'est un peu notre faiblesse entre l'exercice que la CENI fait, qui est vraiment primordial pour tous les processus, et la confirmation des résultats de vote qu'un juge, peut-être qui n'a pas été vraiment capacité sur le système électoral, afin de juger sur un système qui lui-même n'a pas été capacité pour juger. C'est vrai, ils ont cette monopole partant de notre mode électoral, mais néanmoins, il y a beaucoup de couacs, surtout pour des élections locales et provinciales, parce que nous n'avons pas de tribunal dans les niveaux vraiment décentralisés pour résoudre surtout des contentieux locaux des élections, et d'autant aussi au niveau provincial et législatif, national et présidentiel, nous avons certaines lacunes dans le transfert de connaissances auprès de ces cours et tribunaux afin de mieux statuer sur la situation. Donc, pour moi, le problème des PV, le problème des résultats, elle doit être vue d'une manière holistique parce que ça, partant de notre système judiciaire, ça cadre aussi avec toutes ces publications qui sont de PV, que chaque candidat qui se sent versé doit recourir à la justice moyennant des preuves de son indignation.
Ok, la proposition des lois Tiani endossée par Ntsingui Poulou n'a pas été prise en compte dans l'élaboration de cette nouvelle proposition relative aux réformes électorales des G7. Peut-on dire qu'il y a cette fois-là des avancées significatives par rapport à la clameur publique qui était incendiée quand elle a prise du coup qu'il y avait une loi qui avait des germes, des conflictogènes? Bon, en fait, la loi devrait normalement être débattue en dehors de l'hémicycle avant d'aller être déposée d'abord. Que ça se fait dans des commissions? Non, non, premièrement avec les couches sociales. Il devrait d'abord discuter avec les différents acteurs de la société civile, des confessions religieuses, pour enfin enrichir cette démarche. Il est évident que le Congo, partant de la nature, de la mission naturelle que Dieu nous a donnée, nous avons un grand rôle à jouer vis-à-vis des rendez-vous globaux qui s'imposent. La question maintenant, nous tous nous posons, est si réellement l'exclusivité de la gouvernance, surtout de la représentativité des Congolais au niveau suprême, doit nécessairement continuer à être un système traditionnel coutumier, où ça doit être élargi comme dans d'autres civilisations ou dans d'autres républiques où n'importe qui peut venir tant qu'il défend les intérêts de la République, c'est ce qui nous porte. Vous comprenez? Mais je suis aussi d'avis de ce qu'il avait proposé, que le Congo n'est pas encore prêt pour ouvrir cette brèche à n'importe qui à venir gouverner la République. Autant nous expérimentons beaucoup d'agressions qui viennent de nos voisins et qui vient ailleurs par rapport à la convoitise de ce qui est la RDC. Vous imaginez. Aujourd'hui, si nous sommes faibles, ce n'est pas parce que nous voulons être faibles. C'est parce que nos ennemis et nos adversaires dans la compétition globale de la politique savent de ce que nous apportons comme solution dans cette humanité. Raison pour laquelle ils ne veulent pas que nous puissions nous relever, ils ne veulent pas que nous puissions retrouver notre dignité, ils ne veulent pas que nous puissions retrouver notre identité, parce que c'est cette identité qui a changé la guerre froide, c'est cette identité qui a changé la guerre mondiale, et c'est cette identité qui nous donne la force d'avoir des voix pour parler sur la crise globale. Mais puisque la proposition de Ntsingui a été élaguée dans la nouvelle configuration ou dans la nouvelle proposition qui est déjà envoyée au niveau de la PAJ, c'est là où je vous ai posé la question de savoir, c'est peut-on parler des esprits qui ont convergé pour ne pas nous amener des toyi-boyi? L'actuelle composition au niveau du Parlement ne pourra jamais accepter ce genre de propositions parce que nous avons un sérieux problème sur l'identité nationale. Vous imaginez, depuis la chute des dictateurs Mobutu, en fait, depuis la création de la République démocratique du Congo jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une identité connue de tous qui est congolais, qui n'est pas congolais. Mais la Constitution a déjà tranché à cette question de qui est congolais et qui ne l'est pas. La Constitution a parlé d'une manière holistique qui a taillé les chemins, mais il doit y avoir des actes. Toi et moi aujourd'hui, vous imaginez, nous n'avons pas une carte d'identité. Nous utilisons la carte d'électeur. Ce n'est pas ça la citoyenneté, ce n'est pas ça l'identité nationale. Tous les problèmes vous de comprenez? recensement se posent tout de même. Exactement. Au-delà des recensements, c'est l'affirmation de l'identité congolaise. Vous comprenez? On était des Aérois parce qu'on a été identifiés dans cette constitution et dans nos cartes. Mais aujourd'hui, on est imposé à utiliser des passeports, des cartes d'électeurs et même des permis de conduire qui n'existent même pas, que tout le monde peut en avoir sans pour autant être de cette identité. Ailleurs, il y a des gens qui utilisent des passeports des autres nations sans pour autant de cette nation. Mais on sait aussi comprendre facilement qu'un Congolais, c'est lui qui a des terres pour ne pas émietter la Constitution. Parce que c'est clair, tous ceux qui ont appartenu à des tribus qui ont constitué la République démocratique du Congo font d'office partie de ces pays. En fait, nos élites ne nous aident pas à terminer cette question une fois pour toutes.
nous n'avons jamais refusé à qui que ce soit de venir résider au Congo, de venir travailler au Congo. La preuve en est que le tout récent citoyen qui vient au Congo, c'est la Chine, qui vient entrer dans le Congo. Auparavant, le Chinois venait seulement pour des contrats et puis il rentrait. Mais aujourd'hui, des résidents, même des Chinois qui deviennent des Congolais. Oui, ils ont changé, ils ont acquis la nationalité congolaise. Oui. Vous imaginez, c'est pour dire que vivre au Congo ne pose pas de problème. La loi le permet. Exactement. Ce qui pose le problème au Congo, c'est l'identité. Comment distinguer le Congolais par son identité et Congolais résident par sa vouloir de vivre au Congo et un Congolais par l'admiration de ses peuples. Vous imaginez. Vous donnez l'impression de soutenir la proposition de loi de M. Ntingi, apparemment. Je soutiens parce que nous devons y débattre et nous devons ressortir des résolutions courageuses qui doivent protéger la nation. Aujourd'hui, on ne sait pas qui doit protéger notre nation. Moi, j'ai quand même pitié des fois quand je vois le président de la République parler de ce qu'il parle tout récemment. Comment nous devons avoir une armée qui est incapable de protéger ses citoyens? Est-ce que réellement cette armée appartient à cette identité des citoyens? Comment nous devons avoir des enseignants, des fonctionnaires qui travaillent pour détruire la nation et non pour consolider la nation? C'est ça la question de je parle de l'identité. Est-ce que ce qui se passe chez nous, réellement ceux qui agissent au nom des Congolais? Est-ce un problème d'identité ou bien un problème de l'infiltration? En fait, c'est les deux. C'est l'infiltré qui fait croire aux autres qu'il est plus congolais que ceux qui ne l'ont pas. Et donc là, vous tirez à boulet rouge sur les élus nationaux qui ont une mission noble de légiférer les lois, mais également de contrôler le gouvernement. Il doit contraindre le gouvernement ou à la limite le président de la République à octroyer les vraies identités aux Congolais. Nous avons eu l'identité quand nous étions en deuxième République d'Isaïr. Pourquoi 20 ans et quelques, 2 décennies après, la République démocratique du Congo n'a pas l'identité? C'est un problème moral, c'est un problème spirituel. Comment nous allons nous développer si nous ne savons pas qui nous sommes? Ce n'est pas le fait d'avoir un passeport qui me détermine que je suis congolais, non. Je peux aussi avoir le passeport des voisins sans pour autant être leur nationalité. C'est un document de voyage, ce n'est pas un document d'identité. Bon, tout compte fait, ça ne devrait pas faire le débat, cette proposition, d'autant plus qu'elle a été élaguée dans la nouvelle rédaction du G13. L'honorable Poulolo pousse seulement les citoyens congolais par sa nature d'identité à récupérer ce qui est de leur spiritualité et de ce qui est de leur morale. Est-ce que pour bien gérer le Congo, on doit nécessairement être un Congolais de souche? Nous devons terminer ces problèmes quand nous terminons d'abord le problème de l'identité. Aujourd'hui, si aux États-Unis, ce n'est pas un problème parce qu'ils ont déjà résolu le problème de l'identité depuis la belle lurette. Mais nous, on n'a pas encore terminé ça. On nous a retiré de l'identité de la Zaïre, nation, pour nous doter de la congolité. Mais une congolité qui est imaginaire, qui est artificielle, non. Par rapport à cette proposition de loi, vous voyez, je voudrais un peu vous demander la suite. C'est vrai, je ne vous demande pas de faire de la promotion, mais on sait très bien qu'à l'époque, il y a eu un tollé dans ces pays par rapport à une proposition de loi relative également aux réformes électorales. Là, on a comme l'impression que l'opposition, la MOCA, n'est pas déjà partante parce que d'après eux, il s'agit d'une fraude qui se dessine également. Et on craint que l'Église puisse aussi se révolter demain si certains violents ne sont pas réglés. La même peur que vous? En fait, si nous aimons notre pays, nous voulons l'aider à évoluer, nous devons aller au-delà des émotions des individus, qui est la réalité collective de notre problème citoyen. La loi dans toute la République, la loi électorale, elle est décidée toujours par une majorité.
elle est toujours décidée par rapport au contexte. C'est la voix de la majorité qui l'emporte. C'est toujours lié à la réalité. En fait, la démocratie, c'est ça. Ce n'est pas dit que tout ce que l'opposition parle, elle mérite. Non. On a vu à l'IDPS quand ils étaient à l'opposition. Ce n'est pas tout ce qui parlait, ce qui a été réalisé. Parce que gérer la République, elle est totalement différente de critiquer ceux qui gèrent la République. Exactement. Ça me rappelle l'IDPS qui n'est pas parti aux élections en 2006. Exactement, parce qu'ils se sont sentis que tout était déjà triché à l'avance. Au finish, ils avaient raison. C'est pour autant dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec cette proposition, qu'ils s'abstiennent. S'abstenir n'est pas toujours bon, parce que ça n'a jamais aidé aussi la l'IDPS. Aujourd'hui, l'IDPS est la référence des bons comme du mauvais dans la gouvernance des choses publiques. Donc pour moi, c'est à chaque... Parce qu'on est une institution politique, chacun a ses stratégies pour s'exprimer. L'opposition s'exprime par rapport à leur stratégie. Mais ce qui importe aussi, c'est comment développer une stratégie pour gagner l'adversaire à travers ses propres règles de jeu. L'IDPS a récupéré le pouvoir au niveau des PPRD ou de la mouvance kabyliste. C'est partant de leur stratégie, n'est-ce pas? Mais si on regardait, normalement, l'IDPS n'allait jamais accéder au pouvoir. Les résultats législatifs le démontrent qu'ils n'avaient pas capacité. Mais ils ont utilisé d'autres mécanismes, d'autres stratégies pour le faire. Comment ne pas voir la capacité? Je souhaiterais, soyez explicite. L'opposition, vous n'avez pas vraiment l'argent pour faire la politique. Mais vous avez une base capable de renverser la donne, parce que c'est la base qui... L'opposition d'aujourd'hui avait la vraie base que vous parlez. S'il avait cette base-là, on allait sentir. L'opposition est en train de se reconstituer. L'actuelle opposition ou bien l'ancienne? L'ancien membre de l'IDPS et actuel secrétaire général de PPRD rentrer dans cette idéologie de l'IDPS à mobiliser les gens dans la rue. Vous parlez de Ramazani, Chadari, Emmanuel. Vous voyez, je les ai vus avec les autres faire leur sitting, leur marche. À l'Assemblée nationale. Ça nous a encouragé de voir qu'on est en train maintenant de réveiller une autre mode de pression pour faire pression aux gouvernants afin de voir certaines choses. C'est choses que nous voulons. Vous voyez. Mais chose que nous ne voulons plus dans la continuité de l'opposition, c'est d'être toujours derrière l'Église, surtout l'Église catholique et protestante, pour s'affirmer qu'ils sont populaires. Non. Nous devons laisser ça passer avec l'IDPS, parce que l'IDPS a fait aussi beaucoup de mal que de bien quand il était à l'opposition. Et aujourd'hui, l'opposition doit être républicaine. Marie Le Pen, si vous regardez ses discours aujourd'hui, après avoir perdu les élections, elle est républicaine vis-à-vis des réalités. Elle a perdu, mais le président a besoin de la majorité pour gouverner et la Constitution lui donne de constituer sa majorité. Vous êtes en train de dire que les politiques instrumentalisent l'Église? En fait, il y a des politiciens qui se cachent derrière la société civile pour exprimer ce qui n'est pas de la société civile. Ah bon? Vous avez des preuves? Nous savons tous. Alors, très bien. Quelles sont les stratégies? Très bien. Nous sommes en train de parler des réformes électorales. Il y a également la CENI qui a lancé l'actualisation de la cartographie. Depuis un certain temps, on sent très bien que les membres de la CENI sont dans des provinces. Cap pour 2023, élection en RDC, est-ce faisable? En fait, la CENI, elle est déjà en retard de plus d'une année, si on veut être vraiment regardant. Mais si on veut être modéré, elle est déjà en retard de 6 à 3 mois dans l'organisation des élections. Nous encourageons l'équipe de Denis Kadim. C'est-à-dire que nous allons connaître une sorte de rallonge de la tenue des élections un tout petit peu. Je ne serais pas surpris si nous faisons une petite allonge pour arriver à organiser les élections prévues constitutionnellement en décembre 2023. Parce qu'il y a déjà des retards qui s'accumulent au quotidien. Vous voyez. Maintenant, la cartographie va aider l'actuelle administration de la CENI d'avoir l'idée, l'aperçu sur la situation. Mais il ne faut pas oublier, on n'a pas de moyens logistiques adéquats pour que l'administration de la CENI puisse organiser l'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national au même moment.
Comment ne pas avoir des moyens logistiques adéquats? Un défi parce que nous n'avons pas une armée qui a des avions, des hélicoptères, de camions et de bus pour s'y plier à toute la République. Nous n'en avons pas. Mais je suis désolé de vous interrompre, M. Jean Bonner, s'il vous plaît. Agence aérienne qui a des avions qui peuvent faire des temps de rotation pour livrer le matériel dans tous les bureaux de vote. Dans ces pays, Kabila, le président honoraire, a organisé des élections avec les moyens des bords, c'est-à-dire qu'on peut recourir au même modus operandi. Pendant des ans pour l'organiser. C'est pour dire que les moyens et la réalité, c'était deux choses différentes. Il faut pas imaginer le Congo s'est développé comme la Norvège ou la Suède ou les États-Unis où toutes les infrastructures se trouvent. Vous imaginez, il y a des gens pour même faire quitter une petite sac de manioc vers le centre-ville de marché. Ils font 2 semaines dans la rue avec des vélos. Je l'ai vu chez moi au Kassai. Non mais le patron des finances. Les équipements électoraux, numérisés ou pas, peuvent arriver dans des recoins de notre République si nous ne tenons pas le compte du temps. Ce n'est pas le problème des moyens qui va résoudre le problème du Congo. C'est le problème de logistique et de temps. Si vous ne donnez pas à la CENI le temps qu'il faut pour organiser les vraies élections, elle va toujours organiser les élections qui aura toujours des contestations. Mais si vous lui donnez les moyens à temps et que vous lui dotez de logistique à temps, elle aura aussi le temps d'organiser les élections apaisées, transparentes et redevables. Et quand vous parlez de la notion relative au temps, c'est comme si vous mettez la puce à l'oreille. Concrètement, vous voulez dire que la CENI, le gouvernement ne l'a pas octroyé assez de temps pour faire son travail. En fait, si le gouvernement ne veut pas avoir une commission gouvernementale qui accompagne techniquement, moralement, financièrement la CENI, nous risquons d'avoir des répétitions de l'expérience de Daniel Ngoï Mulunda. Daniel Ngoï Mulunda a organisé des élections en précipitant en 2011 parce qu'il y a une forte pression qu'il puisse avoir des élections en 2011. Autre temps, autre mers. Avant que le gouvernement levait l'option pour réaliser ça, on n'avait que 9 à 11 mois pour l'organiser. Et vous connaissez la suite qui s'en est suivie dans les contestations des résultats. Donc, nous devons éviter aussi ça en 2023 si nous tenons que les élections doivent tenir en 2023. Vous voyez. Mais partant des timings normaux, je ne suis pas d'avis qu'en 2023, l'actuelle administration de la CENI va organiser des élections que nous l'exigeons, apaisées, transparentes et puis redevables aux citoyens. Vous êtes également expert des questions électorales. Dites-nous tout. Si, comme je l'avais dit tantôt, il y a rallonge de ces calendriers, est-ce un problème à incomber aux politiques ou bien il s'agit tout simplement des horaires ou soit des choses qui arrivent pour être un peu implicite dans chaque organisation humaine? Dans tous les secteurs, nous traînons les pas pour décoller la République parce que nous avons laissé tout aux mains des politiciens pour agir à notre place. Parce que les lois de la République sur la gouvernance leur donnent ces mandats. C'est pour cela, moi, je suis d'avis qu'on doit recadrer certains tirs pour redémarrer notre République. Tout est aux mains des politiques et ils passent tout le temps en train de chercher d'abord à conserver et à gérer leur pouvoir. Vous voulez inventer la roue? Non, je ne vais pas inventer la roue. Je vais m'inspirer de là où la roue a été inventée. Dans des démocraties anciennes, il y a des républiques qui ont mis les séparations du pouvoir entre la politique et ce qui est de bien commun. Vous allez dans des pays comme la Suède, il y a des tâches ou des dérogatives régaliennes à la citoyenneté et d'autres au niveau de la politique. Vous prenez comme le ministère de l'Éducation, ministère
de la santé, agriculture, énergie et tout ça, y compris même la CENI. Si ça vaut la peine de notre souveraineté, pourquoi nous laissons à tout moment ces mécanismes soient gérés par la politique? Et comment nous allons nous ingérer? Oui. Ce qui nous revient à nous, droit comme droits fondamentaux, partant de l'article 5 de la Constitution, que ça soit géré par des cadres de carrière qui ne sont pas des politiciens. Entre autres, des secrétaires généraux dans la plupart des ministères. Ce ne sont pas des postes politiques, parce qu'il ne fait pas partie des cabinets de ministres. Il y a des ministères qui doivent être régaliens en dehors de notre classe politique pour que nous puissions avancer. Mais malheureusement, nous sommes encore dans le système où la politique doit décider tout. Concrètement, vous voulez dire quoi et vous comptez faire quoi? Ce que je compte faire, c'est de continuer à mobiliser la pression sociale. La pression sociale. Pour aboutir à quoi? Nous puissions avoir vraiment ces acteurs pour la vraie réforme. Nous devons réformer certaines... Cette pression sociale-là, vous allez commencer ça maintenant et puis demain, vous allez du coup avoir des fruits. Ça existe déjà, Depuis mais ça a été mis en veille parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations et de l'infiltration dans les mouvements de pression sociale. Il suffit seulement de réveiller cette pression sociale des mouvements associatifs et également réadapter ça au contexte, ramener l'énergie de la jeunesse et de la femme. Nous allons y arriver afin de séparer. Donc votre mouvement à vous, Agir pour le peuple, un mouvement de pression, c'est ce mouvement qui va changer la donne politique en République démocratique du Congo en se basant sur les sociales. Exactement. Nous devons baser sur les sociales. Nous avons légué notre espoir à des gens qui n'ont pas de même vision que nous. Nous avons délégué nos pouvoirs à des individus qui pensent à eux-mêmes qu'à nos communautés. Et je pense, nous qui œuvrons dans ces communautés comme des agents de développement local, nous ne pourrions plus continuer à déléguer cette responsabilité à des personnes qui sont égoïstes à leur propre instinct politique qu'au devenir de la République. Mais c'est un problème de la législation tout de même. Regardez aujourd'hui, est-ce qu'il y a une loi qui parle que quand il y a un gouvernement qui doit se recomposer, il doit avoir un quota de la société civile? Non, il n'y a pas. Mais si aujourd'hui, dans chaque gouvernement ou dans chaque rencontre, on doit tenir compte de la société civile, parce qu'il y a cette pression sociale qui vient de cet acteur, que nous devons les préserver et nous devons les recadrer pour que nous puissions avoir maintenant des réformes de loi qui statuent clairement que certaines fonctions régaliennes au bien de la République, au bien du développement de notre nation, pour notre décollage, ne doit pas être tenues par les politiciens. À dire, il y en a tant, mais le temps nous est imparti. On est presque à la fin de cet entretien. Un dernier mot dans cet entretien pour que je puisse boucler. Le dernier mot, c'est de rappeler aux acteurs qui militent pour la gouvernance démocratique de continuer à faire la pression auprès de la commission PAJ pour que la considération sur la représentativité hommes et femmes dans les élections à venir soit au rendez-vous. Jean Bonner Pandé, je rappelle que vous êtes le président du mouvement de la masse, Agir pour le peuple, mais également expert des questions électorales. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, M. Vincent. Merci à toute ton équipe. Ça n'est fini. Merci également à vous de l'attention soutenue accordée à cet entretien. Nous allons nous retrouver très incessamment avec un nouveau invité. À toutes et à tous, à très bientôt.